Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Représentant le président de la République, le Premier ministre a pris part aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tient à Séville en Espagne et a prononcé une allocution au nom du chef de l'État qui a appelé à une refonte du système financier international et à la fin de l'agression contre Gaza. En marge de cette conférence à Séville, le Premier ministre s'est entretenu avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ainsi qu'avec son homologue égyptien, Mustafa Madbouli. Coup d'envoi d'une opération de distribution de plus de 192 000 logements à partir de Djelfa. Le ministre de l'Habitat a rappelé les engagements du président de la République pour la réalisation de 2 millions de logements à travers le pays durant les 4 prochaines années. Nous vous parlerons également d'un colloque international à Alger sur les crimes coloniaux. Il s'agissait de poser les bases d'une justice historique qui reconnaît les responsabilités, qui ouvre la voie à une réparation collective. À Gaza, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader avec un bilan humain toujours plus lourd. 116 morts et près de 500 blessés suite à des bombardements sionistes en une journée, avec un blocus qui provoque de graves pénuries de fournitures médicales. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nabil Arbaoui participent aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tient à Séville en Espagne. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre a lu le discours du président de la République, un message dans lequel le chef de l'État a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza qui fait face à un génocide. Abdelmadjid Tebboune a exprimé l'espoir que cette 4e conférence internationale constitue un tournant décisif avec des résultats opérationnels pour repenser le système financier international. Le Premier ministre, porteur du message du président de la République, a appelé à une refonte du système financier international, à une mobilisation collective face aux inégalités croissantes, à la dette, au dérèglement climatique et au génocide à Gaza. Écoutons-le. Cette 4e conférence internationale sur le financement du développement se tient dans une conjoncture internationale où le fossé de développement entre les pays se creuse, le fardeau de la dette s'alourdit, sans parler de l'impact des retombées du changement climatique sur les économies de plusieurs pays et de l'aggravation des conflits et des guerres, y compris ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier en Palestine occupée et à Gaza meurtrie, en proie à un génocide contre le peuple palestinien frère, qui lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes et l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Dans ce contexte politique et économique complexe et erratique, nous aspirons à ce que cette conférence soit un tournant décisif pour le renouvellement de notre engagement commun à passer à une nouvelle étape d'action collective efficace à travers la formulation de conclusions audacieuses et opérationnelles pour une refonte du système financier international, qui n'est plus adapté aux mutations majeures que connaît le monde aujourd'hui et ne peut plus répondre aux exigences du développement durable. Le Premier ministre a rappelé le fort engagement de l'Algérie en faveur du développement durable en Afrique, avec plus d'1 milliard de dollars consacrés à des projets concrets dans plusieurs pays du continent. Écoutons sa déclaration. L'Algérie a fait du développement durable et de la solidarité internationale des piliers essentiels de sa politique extérieure, à travers sa contribution permanente aux efforts de développement sur le continent africain dans divers cadres de coopération bilatéraux et multilatéraux, ainsi que par son plein engagement dans la concrétisation de l'intégration continentale via plusieurs projets. De plus, mon pays œuvre actuellement par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement à soutenir les infrastructures, la santé, l'éducation, l'énergie et d'autres projets de développement dans plusieurs pays africains auxquels elle a consacré pas moins d'1 milliard de dollars.
ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي. Et en marge des travaux de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement, le Premier ministre a rencontré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qu'il a chargé de transmettre ses salutations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le remerciant d'avoir honoré l'invitation à participer à cette conférence à un haut niveau. Pedro Sánchez a également souligné sa volonté d'œuvrer de concert au renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle. Nadel Al-Arbaoui a eu également des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, Mustapha Madbouli. Les deux parties ont mis en avant la solidité des liens de fraternité unissant les deux peuples et les pays frères et passé en revue l'état et les perspectives des relations de coopération bilatérale. Il s'agissait également de mettre l'accent sur la nécessité d'une action commune pour activer le mécanisme de coopération et renforcer le partenariat, notamment dans les domaines économiques. Conformément à la vision stratégique des dirigeants des deux pays, la rencontre a également porté sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les derniers développements de la cause palestinienne et la situation à Gaza, en plus des efforts pour rétablir la stabilité dans la région. Une rencontre donc de haut niveau dans un contexte mondial marqué par des inégalités croissantes. Au cœur des échanges, la nécessité d'un système plus équitable et la place de l'Algérie dans un nouvel élan de coopération internationale. Notre envoyé spécial, Kemal Souig. Parmi les 4000 participants réunis à Séville, plusieurs délégations venues du continent africain. Pour ce Rwandais, le rôle de l'Algérie est central dans le développement de la coopération sud-sud. Algeria is one of the countries that has been actually strongly pushed. L'Algérie est considérée comme l'un des piliers du continent. Elle a toujours soutenu et promu la coopération entre pays du Sud. Le Rwanda suit cette voie. Nous devrions miser davantage sur les ressources et compétences internes. Un constat partagé par un représentant de la société civile sénégalaise pour qui l'avenir du continent repose sur une coopération bilatérale renforcée entre pays africains. Le Sénégal et l'Algérie, ce sont des pays qui doivent travailler ensemble. C'est des pays dans le cadre de développement. Donc l'Union africaine aujourd'hui de 54 États a besoin d'une solidarité, a besoin d'un renforcement de coopération entre les pays pour qu'il y ait beaucoup plus de voix au niveau du monde, parce qu'aujourd'hui l'Union africaine peut peser ici, à Séville. On a vu tous les chefs d'État du gouvernement, chacun essaye de défendre le programme de son pays. Le plus grand voyage commence par un pas, comme on le dit, bien cet accord de Séville serait un premier pas vers un financement international plus équitable. Les délégations des pays que nous avons rencontrés sont en tout cas très optimistes. Ces dernières années, les réformes engagées par plusieurs secteurs se traduisent concrètement sur le terrain, aussi bien dans les projets qu'au niveau des indicateurs économiques, à savoir à travers les chiffres. L'Algérie affirme en tout cas davantage sa place à l'échelle régionale et internationale, en misant sur ses propres forces. Une orientation soutenue par les autorités avec l'objectif de moderniser l'économie et de renforcer la souveraineté nationale. Rina Louhari. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, l'Algérie a su comment ouvrir une nouvelle page de son histoire. Depuis l'ascension du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême en décembre 2019, le pays s'est engagé sur la voie du changement. Sur le plan économique, l'Algérie a enregistré une croissance du PIB estimée à 4,2%, signe d'une reprise soutenue des activités économiques dans plusieurs secteurs clés. Dans le même élan, le pays a engagé une modernisation de ses infrastructures, notamment à travers la stratégie nationale des chemins de fer, perçue comme un levier essentiel de développement industriel et d'intégration continentale. Une transition économique accompagnée des soutiens accrus à l'industrie, à l'agriculture modernisée et à l'économie numérique. L'investissement dans le savoir et l'innovation a également été mis en avant, avec la création d'écoles supérieures spécialisées en intelligence artificielle, l'encouragement à la recherche scientifique et le soutien à l'initiative entrepreneuriale. Sur la scène diplomatique, l'Algérie adopte une posture active, cohérente avec ses principes de justice, de respect du droit international, de résolution pacifique des conflits et de souveraineté des États. Elle intervient de manière équilibrée dans les dossiers régionaux et internationaux, allant du Sahel au bassin méditerranéen, tout en réaffirmant son soutien aux causes africaines et à la question palestinienne. Malgré les défis encore présents, l'Algérie continue à tracer son propre chemin vers un développement renouvelé,
en s'appuyant sur ses propres ressources, ses talents et une ambition affirmée de modernisation, ouvrant des perspectives concrètes sur un avenir plus stable, plus équitable et plus prospère. C'est à partir de la wilaya de Djelfa que le coup d'envoi d'une vaste opération de distribution de logements a été donné par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le ministre a rappelé les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la réalisation de 2 millions d'unités de logement à travers le pays durant la période 2025-2029. Pour l'heure, des dizaines de milliers d'unités ont été remises aux citoyens dans plusieurs wilayas du centre du pays. Au total, 192 318 logements de différentes formules sont concernés par cette opération couvrant l'ensemble du territoire national. Écoutons le ministre de l'Habitat. أعلن اليوم وبمناسبة حلول الذكرى 63 لاستقلال الجزائر. À l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance de l'Algérie, nous annonçons aujourd'hui le lancement officiel de la distribution de 192 318 unités de logement réparties à travers le territoire national. Ces logements sont destinés en priorité aux catégories vulnérables ainsi qu'aux citoyens dont les revenus sont faibles ou moyens, ce qui confirme la constance de la politique sociale de l'État au profit des citoyens. La wilaya de Djelfa est concernée par un quota de 11 250 logements, n'excluant ainsi aucune région, qu'elle soit rurale ou urbaine. D'importants quotas ont également été attribués à plusieurs wilayas, notamment Skikda avec 6 527 unités, Tissim Silten Ama avec 3 000 unités chacune et Timimoun avec 4 190 unités. Il s'agit d'un pas de plus vers la concrétisation du droit de chaque Algérien à un logement décent et à une vie digne. وهي خطوة إضافية نحو تجسيد الحق في السكن اللائق والعيش الكريم لكل المواطنين الجزائريين. Mohamed Tarek Belaribi a également déclaré qu'entre 2020 et 2024, ce sont 1 700 000 logements qui ont été distribués à travers l'ensemble du territoire national. Écoutons-le. Entre 2020 et 2024, ce sont 1 700 000 logements qui ont été distribués à travers l'ensemble des wilayas du pays, toutes formules confondues. Une performance sans précédent rendue possible grâce à la volonté politique affirmée du président de la République, à l'engagement du gouvernement et à la mobilisation des différents acteurs du secteur. La feuille de route tracée par le président de la République est claire, atteindre 2 millions de logements à l'échelle nationale, conformément à ses engagements. Une coopération renforcée entre l'Algérie et la Mauritanie. Nouakchott accueille une nouvelle réunion stratégique entre Sonatrach et ses partenaires mauritaniens, avec à la clé l'opérationnalisation des engagements signés entre janvier dernier. On parle là de formation, d'exploration et de production. Les discussions ont en tout cas permis de faire avancer plusieurs dossiers dans un contexte où l'Algérie confirme son rôle clé, moteur pour une intégration économique africaine plus forte, notamment sur le plan énergétique. Rina Louhari. Illustrant les grandes évolutions de la vision économique et énergétique de l'Algérie, notamment son ouverture sur l'Afrique, la rencontre entre le PDG de Sonatrach et le Premier ministre mauritanien marque une étape significative dans le renforcement des relations algéro-mauritaniennes. Portée par une volonté commune d'approfondir la coopération, elle ouvre la voie à des projets énergétiques stratégiques avec pour objectif consolider un partenariat durable et ambitieux entre Alger et Nouakchott. Il s'agit d'une rencontre particulièrement constructive et fructueuse, au cours de laquelle nous avons fait le point sur l'ensemble des actions engagées par Sonatrach, en partenariat avec la société SMH et les autorités mauritaniennes, en vue de concrétiser les accords conclus en janvier 2025. Ces accords s'articulent autour de 3 axes majeurs. L'exploration et la production, la distribution de produits pétroliers à travers la Mauritanie, ainsi que la formation que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre avec plusieurs cadres de la société SMH qui sont actuellement accueillis à l'Institut algérien du pétrole relevant de Sonatrach.
La rencontre a également été l'occasion de donner un nouvel élan au mémorandum d'entente signé en janvier 2025 à travers l'examen de plusieurs axes de coopération, notamment dans l'exploration et la commercialisation des produits pétroliers, la production d'engrais, ainsi que dans des secteurs où Sonatrach bénéficie d'une expertise reconnue au service du renforcement des capacités mauritaniennes. Au-delà de sa dimension bilatérale, cette visite s'inscrit dans une vision panafricaine portée par l'Algérie qui ambitionne de fédérer d'autres entreprises africaines autour d'une vision commune, bâtir une profondeur économique et énergétique solide et durable sur le continent. Les crimes coloniaux ont été au cœur d'un colloque international à Alger. Des chercheurs, juristes, diplomates et historiens venus de plusieurs pays se sont réunis pour réfléchir et discuter des moyens de transformer la mémoire collective blessée des peuples colonisés en un outil de droit. Il s'agissait en fait de poser les bases d'une justice historique qui reconnaît les responsabilités et ouvre la voie à une réparation collective. L'Algérie entend ainsi renforcer son rôle dans la défense des justes causes à l'échelle internationale. Yemina Seïchi. Les travaux du colloque international sur les crimes coloniaux dans l'histoire de l'humanité sont un vibrant hommage aux populations colonisées et longtemps martyrisées par les forces coloniales. Ce colloque vise à mettre en place les différents mécanismes afin de transformer la mémoire collective blessée des peuples colonisés en un outil de lutte et de droit qui s'impose sur la scène internationale et construire un plaidoyer équitable contre les crimes coloniaux. Chercheurs, diplomates, moudjahidines et étudiants ont pris part aux échanges. Les crimes coloniaux atroces subis par l'Algérie et de nombreux peuples à travers le monde ne sauraient être effacés par le temps. Conformément à tous les principes et conventions internationales, ils ne peuvent être oubliés ni ignorés. La seule voie possible passe par la reconnaissance de ces crimes. Il ne peut y avoir de justice humaine sans reconnaissance, ni d'avenir digne sans réparation. La colonisation, son métier, en tous les cas, en ce qui concerne l'Algérie, son métier de tous les jours, de tous les mois, toutes les années, son métier, c'est les massacres. C'est des tueries. Cette rencontre soulève une question essentielle, l'identité africaine face au colonialisme. L'Algérie a toujours été à l'avant-garde des luttes de libération. Notre objectif aujourd'hui est de créer un forum d'experts pour porter des recommandations à l'Union africaine. Face à la colonisation marocaine, la résistance sahraoui tient bon. Malgré les tentatives d'effacement, le peuple continue de défendre sa mémoire, son identité et son droit à la libération. Une lutte mise en lumière à travers les échanges de ce forum. Les échanges ont porté sur les multiples formes de la violence coloniale, massacres, spoliations, essais nucléaires, mais aussi confiscation d'archives toujours détenues à l'étranger. Pour les participants, il est temps d'assumer collectivement cette mémoire, de rétablir les vérités historiques et d'ouvrir la voie à une justice fondée sur la reconnaissance. Les archives volées par la France de l'Algérie en 1962, on parle de 200 000 cartons, de 600 tonnes d'archives, et ça reste une contentieux sur le plan politique, moral et aussi juridique. Il est certain que dorénavant, nous allons utiliser des voies de recours internationales dans l'aboutissement de la récupération des archives que nous connaissons maintenant. Nous savons où elles se trouvent, nous les connaissons, nous avons les codes, nous avons les références. Et si évidemment la France maintient sa position de rétention de nos archives, eh bien au niveau de l'ONU, il y a des instruments de droit international qui peuvent la contraindre à nous la restituer. Les participants se pencheront sur plusieurs points liés aux différents aspects de la mémoire coloniale, l'histoire des crimes contre l'humanité, le rôle des acteurs non officiels dans la transmission de la mémoire ainsi que le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur régional dans la défense des causes justes. Et pendant qu'on évoque les crimes coloniaux passés, d'autres continuent d'être perpétrés aujourd'hui dans une atrocité sans fin. À Arza, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader, avec un bilan humain qui s'est alourdi à 56 647 morts et 134 105 blessés. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, les corps de 116 martyrs et 463 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave. Les bombardements sionistes ont provoqué des destructions massives de bâtiments et de maisons, alors que des efforts sont toujours en cours pour récupérer les victimes et soigner les blessés dans des conditions humanitaires désastreuses et de graves pénuries de fournitures médicales et de secours en raison du blocus imposé.
Chez nous, en Algérie, les services portuaires et douaniers ont été renforcés pour assurer un débarquement sans encombre des passagers. Un parcours simplifié, notamment pour les familles, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite grâce à un dispositif numérique modernisé et des couloirs dédiés. Une organisation qui a été en tout cas saluée et qui permet à chacun de profiter pleinement de son séjour dès la sortie du navire. Illustration ce soir à Skikda avec Ramzi Mohamdi. Au port de Skikda, tout a été mis en place pour accueillir dans les meilleures conditions les 370 passagers du navire El Jazair 2 en provenance de Marseille. Grâce aux facilitations douanières, les 280 véhicules qui étaient à son bord ont pu débarquer rapidement au grand bonheur des voyageurs. Tout s'est bien déroulé. La preuve, on est sorti directement. Avant, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de pression. Aujourd'hui, tout est fluide et facile. Alhamdoulilah, c'est très bien passé. Même au niveau du bateau, l'équipage est très gentil, un très bon accueil. Pour fluidifier davantage le parcours des passagers, un couloir vert a été spécialement aménagé pour les familles. La direction des douanes au niveau de l'inspection de la wilaya de Skikda a mis en place un couloir spécial destiné aux familles, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Nous avons par ailleurs renforcé nos effectifs et nos installations comme le scanner pour les véhicules et pour les marchandises. Grâce à ce dispositif, les passagers n'auront plus à se tracasser pour les procédures administratives, autrefois chronophages, et pourront donc profiter davantage de leur séjour. Nous allons à présent vous parler de ceux qui ont porté le combat sur le terrain du monde entier. Il y a 67 ans naissait la légendaire équipe de football du FLN, une formation qui a fait rayonner la cause algérienne bien au-delà des frontières. De véritables ambassadeurs de la Révolution, ces joueurs ont mêlé sport et lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Ce soir, un hommage est rendu à ces héros du ballon rond à travers le regard de l'un des derniers survivants de cette génération engagée, Samia Bouaroul. Ces héros ont porté la voix et la cause algérienne au-delà des frontières grâce à leur dévouement, leur courage et leur amour pour leur patrie. La plupart d'entre eux ne sont plus là, mais leurs noms, leurs empreintes sont ancrés dans l'histoire de l'Algérie à jamais. Mohamed Maouch, l'un des derniers survivants de la glorieuse équipe du FLN, il rend hommage à ses compagnons de lutte et à leur résistance. La glorieuse équipe combattante du FLN qui a fait connaître à travers le monde le peuple algérien et la révolution algérienne. Lorsqu'on sait que c'est Farhat Abbas a dit que l'équipe FLN de football a fait avancer la révolution de 10 ans. L'équipe du FLN était le premier ambassadeur de l'Algérie avec ses 32 joueurs de foot qui, le 13 avril 1958, ont donné naissance à la fierté du pays. C'est Boumezrak qui a eu l'idée de former une équipe nationale composée de professionnels. 1957, décembre 57, janvier, février, mars, jusqu'au mois d'avril. Réunion tous les mercredis, on se voyait Boumezrak, Alibi et Dr Moulay. Tous les mercredis à 18h, il fallait qu'on se voit à un endroit précis. Chaque année, au niveau de cette fédération de l'équipe du FLN, un grand hommage est organisé pour pérenniser le combat du peuple algérien pendant la fête de l'indépendance, dont un glorieux chapitre a été signé par ses joueurs. Célébrer le 67e anniversaire de la création de cette équipe en 1958, qui a porté la cause algérienne dans le monde entier. Et bien sûr, aujourd'hui, les 32 joueurs, une grande partie a disparu, parce que c'est le Sunnat el-Hayat. Et nous souhaitons toujours perpétuer les valeurs, les idées qui ont été défendues par ces joueurs, par cette équipe, c'est-à-dire le sens du sacrifice, les valeurs de novembre, le sens de la patrie. Missionnés de plaider la cause algérienne, ces militants ont tout abandonné pour répondre à l'appel de la patrie avec leurs balles aux pieds. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h.